Parlons un instant des médias. Les médias, dans le jargon de l'administration WordPress, ça représente principalement, majoritairement, les images. De manière plus large, les médias représentent tout ce qui n'est pas du texte directement inclus au sein des types de contenus standards, tels que les pages, les articles. Si on revient ici, sur un site web standard, on suppose que vous n'avez pas des plugins un peu fantastiques que vous avez. Quand je dis plugins, ça veut dire extensions. Des extensions un peu fantastiques que vous avez déployées sur votre plateforme. En général, les types de contenus de base que vous aurez seront les articles, avec leurs sous-catégories, là, les catégories d'articles, les étiquettes d'articles, mais également les pages. Lorsque vous commencez à installer de nouvelles extensions, il se peut que vous ayez d'autres types de contenus qui s'ajoutent. Bon, ça on en parlera plus tard. Alors, lorsque vous avez une page ou un article, parce que c'est ceux auxquels on va se limiter, en général, quand vous en créez un, vous devez fournir un titre et vous devez fournir un contenu. Et à l'intérieur de ce contenu, la plupart du temps, c'est du texte que vous saisissez. Alors, tout ce qui n'est pas texte, qui est directement à l'intérieur d'un de ces contenus, ce sera en général un média. Ça peut être donc ça peut être des images principalement, mais ça peut être également des vidéos. Ça peut être différents fichiers à télécharger. Vous avez par exemple un formulaire que vos membres doivent télécharger, remplir avant de vous renvoyer ou des choses comme ça. Même comme il existe d'autres techniques pour ça, mais bref, imaginons que ce soit ça le cas. Vous avez des fichiers que vous voulez que, peut-être des livres électroniques qu'ils doivent télécharger, consulter, lire, des fichiers zip, rares, pourquoi même pas des fichiers musicaux comme MP3 et autres. Donc ça, ce seront en général, c'est ce qu'on va appeler des médias. Si jamais vous êtes en production, parce qu'en ce moment, dans cette série, nous sommes en local, nous sommes sur un ordinateur local, mais si vous êtes en production sur un serveur web qui est sur Internet, avant de commencer à rajouter des éléments dans vos médias, il faudra faire attention à la capacité de stockage de votre hébergement. Parce que quand vous achetez un hébergement, ou plutôt quand vous louez un hébergement, vous avez droit à une certaine quantité de disques durs sur votre serveur web. C'est ça qu'on appelle la capacité de stockage. Dépendamment du volume qui vous est alloué, du nombre de fichiers que vous avez et de leur taille respective, ça peut être problématique de stocker des médias sur votre hébergement. Ça me permet de parler de ce qu'on appelle le stockage des vidéos locales. Quand je dis vidéos locales, c'est-à-dire que les vidéos ne sont pas hébergées sur YouTube ou Vimeo ou une autre plateforme en ligne. Vous les stockez vraiment sur votre serveur web. L'avantage de stocker directement les vidéos sur le serveur web, c'est que bon, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte dans une autre plateforme. Et soit dit en passant, quand vous avez un compte dans une autre plateforme, dépendamment des politiques de cette plateforme et autres, parfois ce contenu, peut-être il n'appartient pas tant que ça à la plateforme, mais cette plateforme a des pouvoirs. Par exemple, si vous avez un compte YouTube et que YouTube décide de fermer votre compte, bon, la vidéo disparaît. Si vous ne l'aviez pas ça en backup quelque part, vous n'y aurez plus accès. C'est aussi simple que ça. Et c'est valable pour plein d'autres plateformes qui existent. Donc, l'avantage d'avoir votre vidéo hébergée directement sur votre serveur, c'est que elle est sur votre serveur, à moins que votre hébergeur ne vous enlève l'accès à votre propre serveur. Ça va être un peu difficile que vous perdiez accès à cela. Par contre, il y a des enjeux. Les vidéos, plus même que les images, prennent beaucoup d'espace, vraiment beaucoup d'espace. Vous pouvez avoir une petite vidéo de 30 secondes ou 1 minute. Si elle est en 4K ou je ne sais pas quel format là, elle peut prendre pas mal d'espace. Et si vous avez une capacité de stockage limitée, ce sera problématique. Deuxième problème des vidéos locales, c'est que, dépendamment de la puissance et de la nature de votre hébergement, il se peut que votre site web bug lorsque les gens vont consulter la vidéo. Si vous êtes un site web très populaire, c'est-à-dire il y a
des dizaines, des centaines de personnes qui se connectent en même temps sur votre site web et que vous avez des vidéos qui sont hébergées localement et que plusieurs personnes essayent de visualiser cette vidéo, il se peut que votre bande passante soit complètement dépassée par les événements. Soit vous serez facturé en plus pour ces dépassements, soit l'hébergeur va tout simplement mettre fin à la consommation du service et puis les vidéos ne vont pas marcher. Et vous aurez des gens qui vont dire que votre site web ne marche pas ou qu'il est devenu extrêmement lent. Ça dépend de tout ça. C'est pour ça que pour le cas particulièrement des vidéos, c'est parfois préférable qu'elles soient hébergées peut-être sur YouTube, Vimeo ou une autre plateforme en ligne qui va gérer tout ce qui sera trafic. Et puis vous intégrez tout simplement votre vidéo. Mais certaines personnes, pour tout un tas de raisons, préfèrent que la vidéo soit disponible chez elles directement. Mais dans ce cas, il faudra faire attention à la capacité de stockage. Autre élément auquel il faudra faire attention, ce sont les formats autorisés. Parce que oui, vous pouvez joindre à vos différents contenus, différents types de médias, PDF, doc, zip et tout ça, mais il y a des formats qui sont, entre guillemets, jugés dangereux, comme les fichiers exécutables et d'autres formats de fichiers un peu particuliers. Chez certains hébergeurs, ça va être difficile que vous téléversiez et que vous rendiez ces fichiers disponibles pour des raisons de sécurité, parce que ça peut être exécuté, ça peut être porteur de virus, etc. etc. Donc, si vous voulez mettre ce genre de fichier à la disposition de vos utilisateurs, parfois il faudra utiliser des tactiques un peu compliquées là, peut-être transformer en zip ou en RAR, ou parfois changer l'extension, bref, ce sera peut-être le sujet d'une autre série. Alors, de manière pratique, bon, avant d'y aller, nous avons installé dans l'épisode précédent un certain nombre d'extensions et elles sont venues avec leur boîte. Alors, les boîtes informatives, ça c'est moi, Soka Wakata, je les envoie en général à l'extrême droite là et je les réduis pour ne pas être distrait. Ce sont les nouvelles et les mises à jour concernant différents éléments. Ce sont des éléments qu'il est important de lire parce que les enjeux de sécurité sont souvent annoncés ici et c'est annoncé par les auteurs même de ces extensions ou de ces thèmes, donc ça vaut la peine d'être au courant de cela. Mais pour ne pas être distrait au quotidien en général, je les réduis comme ceci. Et c'est pareil avec Elementor. On va le mettre à l'extrême droite là. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous pouvez les mettre là où vous voulez. Tout ce qui est formulaire, comme par exemple le brouillon rapide, il est ici. Je les mets là, parce que je ne les utilise pas tout le temps. Donc je peux les laisser là, ce qui me permet d'avoir toujours un espace beaucoup plus clair. Bon, ça c'était rapidement. Alors, pour gérer les médias, vous avez la section des médias de votre menu, ici, et vous pouvez consulter la bibliothèque. Dans la bibliothèque, vous avez l'ensemble des médias que vous avez déjà mis dans le système. Nous n'en avons pas encore mis, c'est pour ça que c'est vide. Et si vous voulez ajouter, vous pouvez cliquer sur le bouton « Ajouter » là, de la sous-section médias, ou vous pouvez venir ici au niveau du raccourci créer et puis vous prenez fichier média. Comment est-ce qu'on fait pour ajouter des médias? Bon, on clique tout simplement sur ajouter ou encore ici sur ajouter. Et puis vous avez une zone où vous pouvez juste déplacer les fichiers que vous voulez mettre. On va faire un exemple, on va prendre un exemple. Donc je vais venir ici dans mon dossier. Et soit dit en passant, la plupart du temps les médias ce sont des images, des illustrations que vous allez, ou des icônes ou des choses comme ça que vous allez intégrer dans les articles. Donc en principe, avant de créer l'article, vous savez déjà quelles sont les images que vous allez utiliser. Ça peut être donc pertinent et ça peut être plus rapide pour vous d'apprêter ces images avant même de commencer à écrire l'article, de les charger dans la bibliothèque des médias, de telle sorte que quand le moment sera venu de créer l'article ou la page, que vous la créiez sans trop vous disperser et que vous intégriez directement les médias qui auront été ajoutés. Alors ici, on n'est pas encore en train de créer les articles, on va juste importer des médias pour des besoins d'exemple et puis pour des besoins de processus aussi. Autre chose, les médias que vous allez rajouter, si vous pouvez les optimiser en termes de taille avant de les rajouter, ce serait intéressant. Alors dans notre cours sur créer un serveur web pas à pas, nous avions créé un blog itératif
et nous avions récupéré un certain nombre d'images sur Internet, alors la taille par le volume, par défaut de ces images, était de, comment dire ça, de 1 méga. Et parfois, si vous prenez des images qui viennent d'un appareil photo, parfois, par défaut, c'est plusieurs mégas. Il est donc pertinent d'utiliser des outils de, comment dire ça, d'optimisation d'image. Ça peut être Photoshop si vous êtes sous Windows, Mac, mais ça peut être aussi plein d'autres logiciels comme de GIMP ou encore XNShell que je vous recommande très chaleureusement, XNView plutôt, multiplateforme. Et ça peut vous permettre d'optimiser les images. Par exemple, la même image, ici elle était 1,2, si je ne me trompe pas. C'était 1,2 mégas. Une fois qu'elle a été optimisée, c'est passé à 49 kilos. C'est un gain considérable, non seulement sur l'espace disque, mais également en termes de vitesse. Parce que si vous chargez une image d'1 méga, celle-ci, elle fait 1 méga. Ce qui va se passer, c'est que quand l'utilisateur va afficher la page, même s'il ne télécharge pas l'image individuellement dans son téléphone ou dans son appareil, pour que la page s'affiche, c'est pareil, il télécharge pareil ce même volume d'informations. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez une page qui a 10 images, chaque image fait 1 méga. Ça veut dire que pour que la page soit affichée, tout se passe comme si l'internaute télécharge 10 mégas avant de pouvoir visualiser le contenu de la page. Ça peut être un enjeu. Bon, si vous êtes au Canada avec la connexion haute vitesse, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Mais dans certaines conditions, c'est tout sauf intéressant. Alors pour optimiser, et on n'a pas souvent besoin, ça c'est une image. Quelles sont les dimensions de cette image? Voyons voir. Est-ce qu'on peut le savoir? C'est une image qui fait 5184 pixels de large fois 3456 pixels de haut. C'est très très gros. Là, on le voit juste comme ceci, mais s'il fallait l'afficher pleine grandeur, ce serait beaucoup plus grand que cet écran-ci. Sur un site web, vous n'avez pas besoin qu'une image soit aussi large parce que personne n'a, en fait, sauf si vous avez quelqu'un qui regarde votre site web à partir d'un projecteur de cinéma ou quelque chose de ce genre, mais personne n'a besoin d'une résolution aussi barbare sur un site web. Donc, vous gagneriez à optimiser vos images. Alors, pour télécharger les images, vous avez plusieurs moyens de faire. Soit vous cliquez sur le bouton Choisir des fichiers. Il va ouvrir, comment est-ce qu'on appelle ça? L'explorateur. Et là, il vous suffit d'accéder au dossier où vous avez enregistré les images en séquence. Là, je vais par exemple prendre Accueil. Ça me permet d'insérer, d'uploader les images. Je n'ai sélectionné qu'une image, donc je n'ai uploadé qu'une image. Vous pouvez sélectionner plusieurs images en gardant le doigt sur CTRL et en les sélectionnant au fur et à mesure. Ou alors vous sélectionnez la première image, vous gardez le doigt sur Shift et vous sélectionnez toutes les images qui sont contiguës. Si vous faites ouvrir, elles vont toutes être importées. Alors je me suis arrêté à la joie. Ou encore, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez superposer les deux fenêtres, c'est-à-dire l'explorateur où se trouvent vos images d'un côté, la zone d'import des médias de l'autre, et puis vous faites un clic-glisser, vous cliquez, vous glissez, et lorsque l'interface change de couleur, vous lâchez les images. Et elles vont être importées. Alors, ce sont trois méthodes d'import. On peut le faire avec des images, mais on aurait également pu le faire avec des vidéos. On aurait pu le faire avec des fichiers. Bon, ici, par défaut, la taille de fichier maximale pour la mise en ligne est de 2 mégas. Cette valeur-ci peut être éventuellement modifiée si vous avez besoin d'uploader des fichiers beaucoup plus importants. Alors, on parlait tout à l'heure des vidéos locales et tout. C'est rare que vous ayez des vidéos qui ne fassent que 2 mégas. Ça peut arriver, mais c'est qu'elles sont très petites ou vraiment très optimisées. En général, ce sera beaucoup plus gros que ça. Donc, si vous voulez contourner ça, il existe une méthode. On ne le verra pas ici. Ce sera l'objet d'un autre cours. Mais lorsque vous insérez les médias, ne vous arrêtez pas juste à l'insertion des médias. Vous pouvez également les optimiser, mais cette fois-ci pour le référencement. Comment est-ce que vous pouvez le faire? Il existe plusieurs techniques pour cela, mais
une des simples techniques pour réaliser à cela, c'est déjà de donner des noms significatifs à vos images. Si je prends par exemple cette image-ci, alors ça s'appelle surprise spatiale. Bon, ne me demandez pas pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça. Il faudrait regarder le cours comment créer un serveur web et un site web WordPress en local pour avoir l'historique de cette histoire. Mais en général, lorsque les photos viennent d'Internet ou, comment dire ça, de votre appareil photo, elles ont des noms qui n'ont pas vraiment de sens immédiat par rapport au contenu que vous êtes en train de créer. Si vous voulez optimiser le référencement c'est un peu comme la capacité de votre site web ou de votre contenu à être repéré et visualisé par les internautes au moyen des moteurs de recherche. Vous avez intérêt à donner à vos articles, à vos pages et à vos médias également des noms qui sont pertinents et qui sont en rapport avec ces contenus-là. Donc, au lieu de donner par exemple à mes fichiers, qui sont ici là, des noms du genre image 01 ou DSC 101 ou sur internet, quel nom est-ce que ça avait par exemple, cette image, elle s'appelle Blog Anel Hazanovic Unsplash. C'est pas très représentatif. Alors que si par exemple je voulais utiliser cette image pour un article en rapport avec, je sais pas moi quoi, la paix, ok, je pouvais lui donner un nom qui comporte ce mot-clé là en particulier. Mais bref, revenons-en ici. Chaque fois que vous avez un média, si vous voulez l'optimiser pour les moteurs de recherche, vous devez vous débrouiller pour que, au niveau du titre ici, parce que par défaut, le titre va récupérer le nom du fichier. Ok. Donc vous devez vous débrouiller pour que le titre que vous mettez ici là ait un rapport avec ce pourquoi l'image va être utilisée. Ok. On le verra plus en pratique dans un cours prochain, mais débrouillez-vous pour que le titre ici fasse du sens. Parfois, il n'y a pas d'espace ou assurez-vous que ce soit vraiment bien écrit là, avec les espaces, sans aucune faute d'orthographe ou de grammaire, etc. Prévoyez également des informations pour le texte alternatif. Dans le cas où cette image ne s'affiche pas, qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux qui vont se rendre compte que l'image n'est pas affichée? Ça doit être une description plus ou moins fidèle de l'image qui est ici là. Donc, ce qu'on va dire, c'est par exemple marionnette représentant un chien surpris spatialement. Par exemple. Ok? Donc, c'est un texte. Ça dit que si quelqu'un a les yeux fermés, mais veut savoir ce que représente cette image, qu'est-ce que vous pourriez écrire pour décrire cette image? C'est à peu près ça. Ok, et de préférence, si vous voulez vraiment maximiser votre impact SEO, débrouillez-vous pour que les mots-clés associés à l'article qui va héberger cette image-là ressortent ici. Donc si par exemple le titre de mon article c'était surprise spatiale, j'aurais dû reformuler ceci en disant marionnette représentant un chien, par exemple un chien envahi par une surprise spatiale. Ok? Ça fait que si surprise spatiale était mon mot-clé, surprise spatiale se retrouve dans le titre de mon image, ça se retrouve dans le texte alternatif et la description, de préférence, remplissez-la. Vous pouvez utiliser ce que vous avez mis pour le texte alternatif ou tout simplement ce que vous avez mis pour le titre. Le principe est simple, c'est que les mots-clés qui seront importants pour vous doivent apparaître à tous ces endroits, idéalement. Ce ne sera pas toujours possible, mais idéalement, ça doit être ça. Alors, vous le faites pour chacun des médias que vous avez. Chaque image, vous lui donnez ces informations, que ce soit une vidéo, un texte, un PDF ou n'importe quoi qui se trouve dans votre galerie, faites-le. C'est un travail qui est fastidieux, surtout si, par exemple, ici on a mis une dizaine d'images. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous mettez plusieurs images ou plusieurs médias en même temps, ce sera vraiment pénible.
Si vous mettez plutôt une image à la fois de temps à autre, vous allez moins sentir, comment dire ça, la charge de travail. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, mais ça peut être un avantage pour vous. Par exemple, si je viens ici, je tape, désolé, Soka Wakata. Par défaut, je vais avoir la plupart des contenus qui sont en rapport avec Soka Wakata. Donc, on a les pages, on a également les vidéos YouTube. Et si je viens ici sur l'onglet Images, je peux voir des images. OK? Si je prends par exemple cette image-ci, vous pouvez voir ici le nom de l'image. Et vous pouvez vous rendre compte que dans le nom de cette image-ci, il y avait Soka Wakata. C'est la raison pour laquelle cette image apparaît dans les résultats de recherche. Donc, vous pouvez faire en sorte que si vous mettez les bons mots-clés sur vos images, qu'on trouve votre contenu, même en passant par la recherche d'images. Ça, c'est par exemple un article que nous avions écrit sur notre site web. Donc, si on clique ici sur Remove BG, on tombe sur cet article qui nous amène sur notre site web. Vous voyez? Et vous voyez que c'est une image qui nous amène à notre site web. Donc, dans la description de l'image, il y avait remove.bg. Ça veut dire que si j'avais tapé remove.bg, je ne sais pas si ça va marcher, remove.bg, beaucoup de gens ont parlé de ça, donc ma page n'apparaît pas nécessairement. Mais éventuellement, on aurait pu retrouver l'image de ma page, ok, de mon blog, et en cliquant sur cette image, on aurait pu atterrir sur mon blog. Quelqu'un qui recherchait un mot-clé complètement au hasard comme ça, il aurait pu tomber sur la page de Soka Wakata. Donc, c'est vraiment pas une perte de temps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent des contenus par rapport aux images. Parce que quand vous avez les résultats de recherche avec rien que du texte, parfois vous n'êtes pas sûr que c'est exactement ce dont vous avez besoin qui va apparaître ici, là. Alors qu'en regardant les images, parfois, vous pouvez, en voyant une image, comment dire ça, savoir plus facilement si le contenu se rapporte à ce que vous recherchez ou pas. Bref, ce sera l'objet d'un éventuel autre cours. Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez, en fait, pas vous devez, mais vous gagneriez à le faire. Ça prend pas mal de temps, mais une fois de plus, si et seulement si vous injectez beaucoup de contenu à la fois, si vous le faites une image à la fois, vous ne le verrez vraiment pas passer.